Alors on attaque le deuxième dossier qui va traiter des lithiases biliaires et de l'ensemble de ses complications. Alors ce dossier il est assez important. Bon, les lithiases biliaires c'est pas quelque chose de très compliqué, mais pourquoi il est assez important en fait? Parce que les lithiases biliaires ont fait l'objet d'une conférence de consensus et leurs complications ont fait l'objet d'une conférence de consensus récente en 2010. Donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas écrites très clairement dans les bouquins et donc ils ont repris toutes ces questions qui n'étaient pas claires pour en faire une conférence de consensus. Elle est un peu mal faite, je vous conseille d'aller la voir, mais passez pas trop de temps dessus parce qu'elle est un peu mal faite cette conférence de consensus. Elle n'est pas très didactique. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions ou autre, mais perdez pas trop de temps là-dessus. De toute façon, je vais vous reprendre dans ce dossier l'essentiel de ce qui est dit dans la conférence de consensus. En tout cas, ce que vous devez savoir vous, parce qu'après, il y a des questions d'experts plus compliquées, mais ce que vous devez savoir vous. Alors, on commence avec ce dossier. C'est une dame de 66 ans adressée par son médecin traitant pour des douleurs abdominales du flanc gauche, associées à une constipation et qui évolue depuis plusieurs mois. On lui fait une échographie en ville et on retrouve un calcul de la vésicule. Donc elle vient vous voir pour traiter ce calcul. Elle n'a jamais vu de gastro avant et qu'est-ce qu'elle a comme antécédent? Eh bien, elle a une hypertension, essentiellement une hypercholestérolémie. Elle pèse 77 kg pour 1m65. Je me souviens plus du BMI, mais elle est en surpoids. Et elle ne fume pas. Les antécédents familiaux, donc il y a eu un cancer du côlon chez le père qui en est mort à l'âge de 58 ans et un AVC ischémique chez la mère qui est encore vivante et plutôt en forme. Donc, la première question, quels sont les facteurs de risque des lithiases vésiculaires? Alors là, on va parler essentiellement des facteurs de risque de lithiases vésiculaires cholestéroliques, puisque dans les pays occidentalisés, c'est plus de 80% des lithiases. Après, il y a les lithiases parasitaires et autres, mais on ne vous interrogera pas là-dessus, c'est des lithiases rares. Donc les facteurs de risque de lithiase retenus, c'est l'âge élevé. Ils n'ont pas précisé dans les consensus vraiment une limite d'âge. C'est l'ethnie, l'ethnie caucasienne. C'est le sexe féminin qui est un facteur de risque pour les calculs. Les maladies et les résections iléales, ça c'est assez facile à visualiser puisque en fait ça intervient dans le métabolisme des selles biliaires, dans l'absorption des selles biliaires qui se fait normalement dans l'iléon. Si on n'a plus d'éléon, on les absorbe plus, ça va perturber ce cycle. Et enfin certains médicaments, c'est les oestrogènes et les hypolipémions. Voilà, ça c'est les facteurs de risque classiques que vous devez retenir. Est-ce que vous proposez d'autres examens à cette patiente? Alors cette question c'est un peu un piège parce que finalement là on a une patiente qui a des douleurs du flanc gauche, donc j'ai bien dit gauche, j'ai pas dit droit, et qui a une lithiase vésiculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette lithiase n'est pas responsable des douleurs. Donc, aller explorer cette lithiase biliaire n'a pas vraiment d'intérêt, puisque c'est une lithiase asymptomatique. Par contre, j'attendais d'autres examens, donc c'était un peu un piège. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui a plus de 50 ans, qui a je crois, une constipation, oui c'est ça, qui a une constipation, et qui surtout a un antécédent familial de cancer du côlon avant 60 ans. Donc elle a une indication à une coloscopie de dépistage pour le cancer colique. Donc c'est vrai que cette question est un peu un piège parce qu'elle n'a pas vraiment de rapport avec le reste du dossier, mais il faut y penser. Et surtout quand vous serez dans les années suivantes en D4, il faut avoir une vision transversale. Donc ici c'était la limite de la transversalité parce qu'on reste dans la gastro. Mais si on voulait encore être plus transversal, on pourrait aussi penser au dépistage cardiovasculaire, puisqu'elle est hypertendue, en surpoids et qu'elle a du cholestérol. Bon, j'ai pas voulu aller jusque-là, mais j'ai quand même parlé du cancer du côlon parce que vous avez dû le comprendre, ça me tient à cœur le dépistage. Donc, antécédent familial de cancer de colique au premier degré avant 60 ans, c'est une indication en soi. Et en plus, elle a douleur et constipation. Donc voilà, à plus de 50 ans, ça fait une deuxième indication à une coloscopie. On doit faire une coloscopie combien d'années avant l'âge du cas index? Oui, alors combien d'années avant l'âge du cas index? Ça c'est marqué assez clairement dans les conférences de consensus. Donc il y a 2 cas d'antécédents familiaux où on doit faire une coloscopie de dépistage. C'est quand il y a un antécédent familial avant 60 ans, au premier degré, ou quand il y a 2 antécédents familiaux, quel que soit leur âge. Et quand est-ce qu'il faut la faire? Quand est-ce qu'il faut débuter le dépistage? C'est 5 ans avant le cas index.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si quelqu'un au premier degré a eu, par exemple, le père du patient a eu un cancer à 47 ans, il faut commencer le dépistage à 42 ans. Maintenant, il y a quand même une limite à ça, c'est qu'au plus tard, il faut le commencer à 45 ans, ce dépistage. Donc c'est-à-dire qu'après 50 ans, on commencera, si le cas index a plus de 50 ans, quel que soit l'âge, on commencera à 45 ans. Voilà. Et puis dans le cas où il y a 2 antécédents familiaux, c'est avant le cas index, on prend le plus jeune. Alors, on passe ensuite à la question suivante, qui est la question numéro 3. Quel traitement on propose à cette patiente et justifié? Alors la justification, elle est claire, hein, ça tient en une ligne. C'est marqué dans la conférence de consensus que je vous ai citée. Et je vous le lis texto, ce qui est marqué. Il n'y a pas d'exception à la recommandation d'abstention thérapeutique devant une lithiase vésiculaire asymptomatique. Ce qui veut dire qu'une lithiase vésiculaire asymptomatique ne doit pas être traitée. Et il n'y a aucune exception à cela. C'est marqué clairement. Et c'était effectivement un des sujets de débat qui a amené à cette conférence de consensus, puisque certains disaient oui, mais chez les patients à risque, il faut mieux prévenir que guérir et enlever la vésicule avant que survienne l'accident. Et bien là, on dit clairement qu'il ne faut pas. Aucune exception. La question numéro 4 ensuite. La patiente est contente de votre prise en charge, elle revient parce qu'elle a à nouveau des douleurs abdominales et elle a consulté aux urgences. Aux urgences, on lui a fait toute une série d'examens, une prise de sang et on lui diagnostique une colique hépatique. Donc on imagine que les douleurs cette fois-ci étaient à droite. Quels sont les éléments qui ont pu permettre de poser ce diagnostic? Donc en gros, quelle est la sémiologie de la douleur de la colique hépatique? Donc d'abord, c'est la douleur abdominale. Quelles sont ces caractéristiques de la douleur de colique hépatique? C'est une douleur qui, classiquement, le siège d'abord, c'est l'hypocondre droit ou éventuellement l'épigastre. Les irradiations, c'est souvent à l'omoplate ou à l'épaule droite. Ensuite, l'intensité, c'est une douleur brutale, intense, qui est d'emblée brutale, d'emblée maximale. L'évolution, donc elle est d'emblée maximale et elle va rester maximale tout le temps de la durée de la douleur. Par contre, elle va durer moins de 6 heures classiquement. Donc ça, c'est pour la douleur. Après, il y a les signes d'accompagnement qu'on peut avoir, c'est les nausées, vomissements. Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est essentiellement ça. Et à l'examen physique, il y a donc c'est une douleur de l'hypocondre droit à la palpation. Il y a un signe qui est une douleur avec une inhibition respiratoire qui peut avoir lieu dans la colique hépatique, mais qui est un peu plus spécifique que de la cholécystite, on va voir après. C'est le signe de Murphy, mais qui est plus souvent dans la cholécystite, puisque c'est dû à l'inflammation de la vésicule surtout. Ensuite, au niveau, donc ça c'était pour la clinique, au niveau des examens complémentaires, c'est la biologie qui est strictement normale et l'échographie vésiculaire qui peut montrer des lithiases vésiculaires, et d'ailleurs ça sera un argument pour, puisque la colique hépatique est due aux lithiases vésiculaires, mais qui montrera rien d'autre. J'ai rajouté absence de fièvre et absence de signes de cholécystite à l'échographie. Est-ce faux? Non, pas du tout, c'est juste, c'est ce qu'on appelle les signes négatifs. Donc c'est vrai que je les ai pas mis, j'aurais peut-être dû les mettre, j'ai mis que les signes positifs, mais il faut, voilà, c'est vrai qu'on demande souvent les signes négatifs, ils sont rarement cotés dans les dossiers d'internat, mais effectivement l'absence de fièvre et l'absence de signes de cholécystite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas le stade suivant, il n'y a pas de complication, la complication suivante de cette colique hépatique, qui est le stade de cholécystite, où on va le voir un peu après, il y a d'autres signes. Donc c'est vrai que l'absence de ces signes fait partie en fait du diagnostic. Donc c'est pas faux de mettre ces signes négatifs, c'est même bien d'y avoir pensé. On passe à la question suivante, qui est la question numéro 5. Donc vous prévoyez un traitement pour ces lithiases vésiculaires. On ne dit pas lequel, mais en gros c'est la chirurgie. La patiente revient à nouveau aux urgences un matin avec la même douleur. Donc vous n'avez pas eu le temps de faire ce traitement, elle revient avec la même douleur qui a commencé la veille au soir. L'interne des urgences est en fin de garde et il vous appelle pour avis. Il retrouve une douleur vive de l'hypocondre droit avec défense, empattement de l'hypocondre droit. Donc je vous laisse lire la biologie, on va l'interpréter après. En gros, il y a eu un syndrome inflammatoire assez important et le bilan hépatique a l'air à peu près normal en dehors d'une discrète élévation des gamma-GT. Donc,
quel diagnostic on suspecte et comment peut-on le confirmer. Donc ici, effectivement, on va suspecter une cholécystite aiguë. On peut même préciser une cholécystite aiguë de gravité modérée, de grade 2. Donc les grades de gravité de cholécystite, c'est aussi un truc qui a été bien codifié par la dernière conférence de consensus. Donc vous pourrez voir dans la conférence de consensus les différents critères. En gros, grade 1, c'est une cholécystite aiguë simple, sans signe de gravité. Grade 2, c'est quand il y a des signes de gravité, par exemple un gros syndrome inflammatoire ou un empattement de l'hypocondre droit. Et grade 3, globalement, c'est quand il y a une défaillance d'organes associée. Donc ici, on est plutôt en grade 2, on a l'impression, puisqu'on n'a pas d'autres défaillances d'organes. Comment on confirme le diagnostic de cholécystite aiguë? L'examen, c'est l'échographie biliaire, l'échographie de la vésicule biliaire. Qu'est-ce que c'est que les signes? Donc, il y a 4 signes, globalement, 4 signes de cholécystite aiguë à l'échographie. Le premier signe, c'est l'épaississement de la paroi vésiculaire. Donc la limite retenue dans le dernier consensus, c'est supérieur ou égal à 4 mm. Deuxième signe, qui est un signe un peu d'inflammation du coin, c'est la présence de liquide périvésiculaire. Troisième signe, je vous en ai parlé juste avant, c'est le signe de Murphy radiologique, c'est-à-dire que quand on passe la sonde d'échographie, on va avoir une douleur vive avec inhibition respiratoire. Et enfin, le quatrième signe, ce qu'on appelle le sludge intravésiculaire, c'est-à-dire qu'on a du matériel hétérogène dans la vésicule qui en fait signe des calculs. C'est des dépôts de calculs, ça veut dire qu'il y a des calculs dans la vésicule et en plus, comme il y a un petit peu d'inflammation, ça fait un méli-mélo qu'on appelle le sludge. Ensuite, comme on a parlé des signes négatifs juste avant, là je vais aussi vous parler d'un signe négatif, c'est-à-dire qu'il faut éliminer le fait qu'il y ait une angiocolite associée. Donc, ça veut dire que le diamètre des voies biliaires est normal. Le Murphy radiologique est spécifique de cholécystite ou bien le retrouve-t-on également dans une colique hépatique? Alors, oui, c'est vrai qu'on dit plutôt qu'il est assez spécifique de la cholécystite, puisque, comme je vous le disais, c'est vraiment le signe de l'inflammation de la vésicule biliaire. Mais cependant, c'est pas non plus très très spécifique et on peut le retrouver. D'ailleurs, je vous l'ai cité dans le cas précédent où on est dans une colique hépatique. On peut retrouver un signe un peu similaire dans la colique hépatique. C'est vrai que par contre, le signe radiologique avec la sonde d'échographie, le signe de Murphy radiologique, les radiologues nous disent que c'est quasi systématique. On l'a quasiment toujours lorsqu'on a une cholécystite aiguë. Alors que quand on a une colique hépatique, on peut avoir une petite douleur, etc. Mais on n'a pas le vrai signe de Murphy avec l'inhibition respiratoire comme il est décrit précisément. Alors, on passe à la question numéro 6 concernant le traitement de cette cholécystite aiguë. Donc le traitement est abordé aussi dans la conférence de consensus. Donc je vais vous donner les gros plans. Le gros plan du traitement, c'est premièrement, il faut hospitaliser le patient en chirurgie digestive. Je vous passe sur ce que j'ai mis sur la mise en condition, voie veineuse périphérique, etc. Ça, c'est des réflexes pavloviens que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre externat. Voilà, je vais insister sur le traitement spécifique. Donc le traitement spécifique, c'est 2 éléments, c'est l'antibiotique et la chirurgie. Donc le drainage de la vésicule, on va voir ça tout de suite. Donc l'antibiotique doit être débuté immédiatement, il doit être systématique. C'est une antibiothérapie probabiliste, active sur les bactéries à gram négatifs. Et voilà. Alors il faudra aussi faire des prélèvements. Donc après, pendant le traitement de drainage, on fera un prélèvement de bile et on fait des hémocultures avant de faire les antibiotiques. La deuxième partie du traitement, c'est libérer cette inflammation de la vésicule. Donc le plus simple, c'est de retirer la vésicule. C'est la cholécystectomie. Donc la cholécystectomie, ça a toujours été un petit peu un point de débat entre les chirurgiens. C'est-à-dire, il y en a qui disaient soit on opère tout de suite dans les 24 premières heures, soit on attend de refroidir la cholécystite avec les antibiotiques et on opère après 3 jours, voire plus.
Donc c'est aussi pour ça que la conférence de consensus a été faite. Et donc qui a la réponse à cette question dans la conférence de consensus? Elle dit que dans tous les cas, la cholécystectomie doit être réalisée le plus rapidement possible. Donc si je reprends dans la conférence de consensus et par rapport au grade de gravité, il y a des petites subtilités pour chaque grade. Donc le grade 1, c'est antibiotique plus chirurgie. Sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est que pour les grades 1 non symptomatiques ou peu symptomatiques, en pratique qui ont été découverts de manière fortuite lors d'une écho, ça arrive rarement, mais ça arrive, pour ces grades 1-là, on peut se passer de l'antibiotique. Mais ça ne retenez pas, retenez antibiotique plus chirurgie. Pour le grade 2, c'est antibiotique plus chirurgie. Pour le grade 3, à ce moment-là, on préfère ne pas réaliser de chirurgie d'emblée, mais il faudra quand même faire un drainage. Et on propose dans ce cas-là de faire un drainage par voie percutanée, en fait, par voie radiologique, enfin sous radiologie. On fait un drainage par voie percutanée, ce qui permet de libérer cette tension, et on fera la cholécystectomie à distance. C'est un cas un peu particulier, c'est uniquement dans les cholécystites aiguës sévères où il y a un risque opératoire. Mais le général du traitement, c'est antibiotique plus ablation de la vésicule. Oui, après la cholécystectomie, poursuit-on le traitement antibiotique? C'est une bonne question et ça a été aussi abordé dans la conférence de consensus. Donc, c'est vrai qu'on ne savait pas. Il y avait des gens qui en mettaient 3 jours, des gens qui en mettaient 5 jours, etc. Dans la conférence de consensus, c'est clairement dit, il y a marqué qu'il est inutile de poursuivre l'antibiothérapie après le geste. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'une fois que la cholécystectomie est réalisée, il n'y a pas besoin de poursuivre l'antibiothérapie. Donc ça, c'est pour la cholécystite aiguë. On en reparlera un peu tout à l'heure pour l'angiocolite. Alors, on arrive à la question 7. Donc, c'est toujours le même patient. Et on vous rappelle, pourquoi? Parce que cette fois, le patient est jaune. Non seulement il est jaune. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre comme signe? Eh bien, le bilan hépatique. Le bilan hépatique, en fait, le laboratoire vous a rappelé pour vous dire que celui qu'on vous a donné tout à l'heure n'était pas le bon. Je vous rassure, ça arrive rarement, mais ça m'est quand même arrivé une fois où il y avait un problème d'étiquetage. En fait, c'était pas le bon patient. Donc, vous avez le nouveau bilan hépatique sur lequel vous avez une cytolyse importante. Vous avez également une cholestase, avec une cholestase ictérique, avec une élévation de la bilirubine. Et alors, on vous demande quel est alors votre diagnostic et quel examen on va faire en priorité. Donc le diagnostic ici, il s'agit d'une angiocolite. Devant quoi on l'évoque cliniquement? On l'évoque devant ce qu'on appelle la triade de Charcot, qui est un élément sémiologique qu'il faut connaître. C'est l'association douleur, fièvre, ictère, dans cet ordre. C'est-à-dire l'apparition d'abord de douleur, ensuite fièvre, ensuite ictère. Biologiquement, ce qui nous évoque, c'est la cytolyse, la cholestase et le syndrome inflammatoire. Qu'est-ce qu'on va rechercher, qu'est-ce qu'on va faire comme examen complémentaire pour confirmer ce diagnostic? Vous avez bien compris que dans l'angiocolite, il y a 2 phénomènes. Il y a l'obstruction des voies biliaires par un calcul avec une distension des voies biliaires. Donc il va falloir premièrement mettre en évidence ce phénomène. Pour ça, on va faire une imagerie. Donc il y a le choix, l'échographie ou le scanner. On dit en général, c'est une idée qui court encore, que l'échographie est le meilleur examen pour les voies biliaires. Il y a beaucoup de radiologues qui disent ça, effectivement. Maintenant, il y en a d'autres qui disent qu'avec les scanners qu'on a maintenant, le scanner est aussi bon et en plus a l'avantage de ne pas être opérateur dépendant. Donc je pense que vous pouvez proposer l'un ou l'autre sans trop de risques. Le scanner, par contre, il faudra le faire sans et avec injection, donc il faudra bien penser à contrôler la créatinine avant. Donc ça, c'est sur le versant mécanique, l'obstruction des voies biliaires. L'autre versant de l'angiocolite, c'est le versant infectieux. Donc c'est les hémocultures, puisqu'on n'a pas accès au site vésiculaire pour le moment, tant qu'on n'a pas fait le drainage. On en arrive à la dernière question, la question numéro 8. Quel traitement on va proposer à cette patiente atteinte d'une angiocolite? Alors, le traitement de l'angiocolite, ils en parlent aussi dans la conférence de consensus. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des discussions sur les modes de drainage. Parce qu'en cas de cholécystite, on enlève la vésicule, c'est la vésicule qu'il faut drainer. Ici, ce n'est pas la vésicule, c'est les voies biliaires qu'il faut drainer.
Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a deux modes de drainage. Il y a le mode endoscopique par une CPRE et il y a le mode chirurgical où on va aller enlever la vésicule et drainer les voies biliaires pendant un geste chirurgical. Donc il y a une discussion entre les deux, vous retenez qu'on peut faire l'un ou l'autre et voilà. Donc là je reviens au couple antibiothérapie plus drainage, comme tout à l'heure. Alors les étapes initiales, la mise en condition, je n'y reviens pas, c'est exactement comme tout à l'heure, hospitalisation, voie veineuse, etc. Mais le drainage et l'antibiothérapie, c'est vraiment les clés du traitement de l'angiocolique. C'est-à-dire que si vous faites qu'une antibiothérapie, ça va pas marcher malheureusement. Et il y a des cas où on fait des cas un peu extrêmes, mais voilà, mais c'est pas la règle. Mais en général, ça va pas marcher, donc il faut drainer aussi. Donc l'antibiothérapie, comme tout à l'heure, large spectre, actif contre les bactéries à gram négatives. Pour la durée de l'antibiothérapie, il n'y a pas de consensus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certains qui font moins de 5 jours, il y en a d'autres qui font 7-8 jours. Voilà, en gros, retenez entre 5 et 8 jours, mais il n'y a pas de vrai consensus. Et le deuxième temps du traitement, donc le drainage, deux possibilités là aussi, donc je vous l'ai dit, le traitement endoscopique par CPRE ou le traitement chirurgical. Le principe, c'est qu'il faut libérer les voies biliaires. Donc si on fait un traitement chirurgical, comme on sera dedans, on en profitera pour enlever la vésicule. Mais ce n'est pas la cholécystectomie le but de la chirurgie, c'est bien le drainage des voies biliaires. Si on fait un traitement endoscopique, on va libérer les voies biliaires. Et par contre, c'est cette fois-ci où on ira faire une cholécystectomie à froid. Donc il faudra faire la cholécystectomie quelques semaines plus tard. Il ne faudra pas oublier de mettre ça dans votre réponse. Proposer la cholécystectomie à distance. Voilà, j'en ai terminé pour ce dossier concernant les lithiases biliaires. Donc les lithiases biliaires, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez fréquent, qui peut être grave et qui a fait l'objet d'une conférence de consensus. Donc c'est tout à fait tombable, c'est un dossier complètement tombable. Donc on a vu à peu près toutes les complications. Il y en a une dernière qu'on n'a pas vue, qu'on va voir dans un autre dossier, je vous rassure. Mais voilà, c'est tout à fait tombable. Et donc, jetez un coup d'œil sur cette conférence de consensus et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez concernant cette conférence.